Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse, fume. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Delage et Caroline Di Paolo, les fondateurs de la compagnie 2492. Ils vivent à Bordeaux et Jérôme est comédien et créateur de ses propres spectacles et Caroline est costumière pour le spectacle vivant, l'événementiel et le cinéma. Avec leur compagnie, ils ont fait le choix d'investir de nouveaux lieux pour toucher des publics différents. Ils jouent dans des espaces non dédiés au théâtre, comme les bars, les écoles, les jardins, mais aussi directement au domicile des spectateurs. Avec Jérôme et Caroline, on va parler de ces lieux alternatifs pour faire du théâtre. Comment crée-t-on à domicile ? Quelles sont les contraintes de ces lieux non dédiés au spectacle ? Et comment la pratique diffère-t-elle par rapport au théâtre traditionnel ? Bonjour. 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 Pour commencer, moi j'aimerais savoir pourquoi vous êtes dirigé vers d'autres lieux que les théâtres pour vos créations. Alors, je vais commencer. En fait, c'est par là, moi, que je suis rentré au théâtre. J'ai commencé en amateur, j'ai monté des pièces sur lesquelles je participais un petit peu à tout, de l'écriture, en passant par le décor et tout ça. Et ensuite, j'ai beaucoup pratiqué de théâtre en bar, ensuite en école, via le jeune public. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cheminé depuis le début sur ces lieux alternatifs, on va dire, et que c'est là où j'y trouvais mon compte finalement. Parce qu'on est dans une logique d'aller au plus près des publics. Et du coup, quand on sort des grandes villes ou même des moyennes villes, il y a moins de lieux équipés comme des théâtres. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est plus retrouvé à jouer dans des salles non équipées ou carrément chez l'habitant, pour pouvoir avoir cette offre pour des gens qui ne vont pas forcément au théâtre. Alors comme tu viens de le dire, avec votre compagnie, vous faites du théâtre à domicile. Pourquoi vous avez fait le choix d'aller directement chez les spectateurs ? Alors en fait, au départ, on n'est pas exclusivement tourné sur le théâtre à domicile. C'est venu après plusieurs créations. Mais moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était de décloisonner le théâtre. Et plutôt que les gens viennent dans une salle et poussent une porte, c'est le théâtre qui vient directement à eux. Et ce qui fait que je trouve que ça les met dans une position différente qu'un spectateur lambda, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement qu'ils connaissent et je trouve, moi, qu'ils sont plus à même d'être réceptifs. Je suis assez d'accord, en fait. C'est toujours pareil dans cette logique de proximité. Et du coup, c'est vrai que ça permet, en allant au domicile, de toucher des gens qui ne vont pas au théâtre, pour qui le seul exemple de théâtre, ça va être soit une pièce à la télé ou soit quelque chose de vraiment grand public pas forcément le théâtre que nous, on propose. Et du coup, ça nous permet vraiment de toucher de nouveaux spectateurs avec nos pièces, quoi. Tu parles des nouveaux spectateurs, mais justement, qui est votre public ? C'est plutôt des gens qui aiment déjà le théâtre et qui sont curieux de découvrir de nouveaux modèles ? Ou alors des personnes qui ne vont jamais au théâtre d'habitude ? C'est les deux. C'est vraiment les deux. Enfin, Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais... Oui, je suis entièrement d'accord. D'une part, il y a des gens qui sont des habitués du théâtre et qui se disent « Tiens, c'est intéressant, c'est original comme proposition » et qui du coup sont curieux de voir quelle différence ça va faire d'assister à un spectacle chez eux ou chez des amis. Et en même temps, on rencontre aussi des gens qui se disent que ce concept est original, ils n'y avaient pas pensé. Souvent, nous, on a la réflexion de « Ah tiens, le théâtre, ça peut être aussi ça ». Et on leur dit « Bah oui, finalement, le théâtre, c'est plein de choses possibles. C'est pas nécessairement d'aller s'asseoir dans un fauteuil rouge avec des gens sur scène ». On touche quand même plutôt des gens curieux. C'est soit des gens qui veulent surprendre leur entourage, soit effectivement des gens qui connaissent un peu, mais c'est en tout cas le fil conducteur des spectateurs qu'on a, c'est des gens curieux qui veulent tester une nouvelle expérience, une nouvelle façon de passer une soirée avec ses proches, une nouvelle façon de voir un spectacle.
qu'il y a des gens qui sont quand même ouverts, même si c'est pas forcément ouvert qu'au théâtre. Et est-ce que ces spectateurs continuent à aller vers le théâtre à domicile par la suite? Ou c'était juste une expérience isolée pour tester? Oui, oui, ils y retournent et en plus, on a fait une première création, nous, enfin, la première création qu'on a faite chez l'habitant, c'était en 2012. Là, on vient d'en faire une deuxième à la rentrée 2019. Et la question après chaque représentation, c'est est-ce que vous avez autre chose? Donc, on sent bien qu'il y a une envie de se dire, tiens, j'aimerais bien voir autre chose, et ça a éveillé ma curiosité, et puis ça m'a plu. Et du coup, on en a fait encore une autre. Et donc pour parler maintenant vraiment, plus de la création, donc déjà, comment ça se passe, dans le choix des pièces? Est-ce qu'on peut a adapter une pièce qui existe déjà? Ou est-ce que vous créez plutôt, des pièces et vous faites en sorte qu'elles soient, faisables dans un domicile? Alors là, sur les 2 propositions qu'on a faites, déjà on est sur des seuls en scène. Donc c'est un format qui se prête à aller dans un domicile, puisque ça prend pas beaucoup de place. À chaque fois, c'est quelques accessoires, il y a pas de décor. Et les 2 propositions qu'on a aujourd'hui, c'est des adaptations de textes de littérature. Enfin, il y a un texte de Georges Perec et il y a un texte de Mark Twain. Donc là, c'est des adaptations, en théâtre, on va dire. Donc tu dis que, il y a pas du tout de décor, donc ça veut dire que tu ramènes rien à chaque fois chez les gens, tu utilises le décor qui est déjà sur place? Voilà, oui, j'ai quelques accessoires, un pupitre, sur une proposition, il y a du ukulélé, un tabouret, c'est vraiment, quelques accessoires, et ensuite je m'adapte, à l'environnement dans lequel je vais jouer, ouais. Après, c'est vrai que les pièces, elles ont été mises en scène, sachant qu'on ira en appartement. Du coup, on s'est, comment dire? Par exemple, pour prendre l'exemple du spectacle de Georges Perec, l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. On a imaginé un personnage, voilà, qui vient faire une formation à domicile. Enfin voilà, du coup, on a complètement intégré le facteur domicile dans la mise en scène, en fait. Oui, et puis sur l'autre proposition, le Mark Twain, c'est pareil. Bon, c'est un dispositif de lecture joué, donc on est dans un cadre très intime, et ça se prête à une petite jauge, et à être dans ce cadre-là. Alors que, par exemple, c'est vrai par rapport au premier spectacle qu'on avait monté en 2012, on l'avait pas du tout pensé de la même façon, ce spectacle-là. On avait un décor. Même dans la disposition des spectateurs, on les avait mis comme s'ils étaient dans une salle de théâtre. Alors que là, maintenant, c'est vrai qu'on pense nos spectacles en se disant, bon voilà, c'est dans un domicile et il ne faut pas faire abstraction du fait que ce soit dans un domicile. On ne recrée pas un théâtre dans un domicile. C'est vraiment le spectacle qui s'adapte au lieu, quoi. Comment vous faites pour, les répétitions et même pour vous adapter à l'espace après? Parce que, chaque maison est différente, donc je sais pas s'il y a beaucoup de déplacements ou si à chaque fois tu es statique, Jérôme? Bah, on répète en salle, enfin dans des salles de répétition ou des choses comme ça, en se projetant dans l'espace dans lequel on peut être. Et après, moi, je viens un peu en avance, mais pas beaucoup, hein. En règle générale, j'arrive 1 heure et demie avant la représentation. Je repère les lieux, et je sais, enfin, comme je connais ma mise en scène, je me dis, tiens, je vais pouvoir passer par là, je vais pouvoir utiliser cet espace-là, et ainsi de suite. Ça se fait très facilement. Après, moi, j'arrive à le faire facilement parce que j'ai l'habitude de ça. Comme on disait tout à l'heure, on a fait beaucoup de spectacles dans des bars, dans des écoles ou des choses comme ça, qui demandent une capacité d'adaptation assez rapide, en fait. Donc c'est une habitude aussi enfin, de par l'expérience. Et puis quand on est sur le terrain, enfin je sais pas, pour citer l'exemple du théâtre en école, quand on est sur le terrain, en principe on arrive pareil 1 heure et demie, 2 heures avant, donc il faut être très réactif et prendre des décisions très vite, et après assumer ses choix, et puis de toute façon, une fois qu'on est parti à jouer, on s'adapte à l'espace qui est là. Après, pour les deux propositions qu'on a là, les deux seuls en scène qu'on fait en appartement, on sait quand même de façon générale qu'on va pas jouer dans des lieux immenses. Du coup, c'est vrai que les répétitions se font plutôt dans des petits lieux aussi, pour pas se retrouver, voilà, avec des déplacements qui sont pas du tout cohérents avec l'espace qu'on aura après. Et juste pour finir sur la scénographie, tout ce qui va être, par exemple, les lumières ou, les éléments sonores, ça vous avez enlevé totalement, comme vous pouvez pas vraiment les contrôler? Bah, du coup, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on utilise
les lumières qui sont dans les logements, et puis l'environnement sonore. Enfin, le Pérec, c'est comme une conférence, donc ça repose que sur le texte que je dis. Et puis, en l'occurrence, le Mark Twain, je m'accompagne au ukulélé, donc c'est de la musique en direct, débranchée. Et c'est vrai, pour revenir de nouveau sur l'exemple de notre premier spectacle en appartement, on avait justement du son, enfin une espèce de bande-son accompagnée de guitare. Et en fait, on a vu que c'était très compliqué de gérer une régie en même temps, ou que même le comédien le gère lui-même. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup plus simplifié nos propositions maintenant. Comment ça se passe au niveau du rapport avec le public? Parce que là, du coup, vous êtes chez eux directement. J'imagine que le rapport est complètement différent que dans une salle de spectacle traditionnelle. Oui, c'est beaucoup plus direct. Et comme je disais tout à l'heure, comme on est dans un environnement familier, les gens sont déjà beaucoup plus disponibles dès le début du spectacle, ce qui fait qu'on peut très vite interagir avec eux sans qu'il y ait une certaine retenue ou une certaine gêne. Et donc ça permet aussi d'être vraiment dans un rapport particulier avec chacun. Moi, je tiens beaucoup compte de chaque personne et je m'efforce de toutes les impliquer dans le spectacle. Même les animaux de compagnie. Oui, et les enfants. Mais est-ce que t'interagis pendant le spectacle? Tu interagis vraiment avec le public alors ou pas? Ça dépend de la proposition. Sur le Pérec, il y a une énorme part d'improvisation avec ce que me proposent les gens. C'est-à-dire que je rebondis beaucoup sur les réactions. Des fois, on a des petits commentaires, des choses comme ça. Donc là, c'est très amusant pour moi parce que je peux relever beaucoup de choses. Dès que je vois quelqu'un qui décroche, je l'alpague. Enfin, du coup, ça ramène toujours. Enfin, il y a une dynamique qui fait que les gens décrochent pas. Et de toute façon, ils peuvent pas puisque je les tiens vraiment. Sur le Mark Twain, on est beaucoup plus dans l'écoute. Parce que l'idée de la mise en scène, c'est de garder tout le côté littéraire du texte et de le faire ressortir. Mais ça n'empêche pas que j'ai des plages de jeu où je peux quand même capter des réactions des gens et des choses comme ça. Mais c'est quand même beaucoup moins interactif que sur le Pérec. Et à la fin du spectacle, tu restes avec eux? Oui, en règle générale, on propose aux gens qui nous accueillent de faire une collation à la suite du spectacle. Comme ça, ça permet d'échanger, de rencontrer les gens, de discuter de ce qu'on fait et de poursuivre en fait cette idée de convivialité, de proximité. Enfin, pour moi, c'est très important. Je trouve que ça donne aussi un côté plus humain à la chose que finalement d'aller voir un spectacle, le rideau tombe, les lumières s'éteignent, on rentre chez soi. Je trouve que là, on est aussi dans un autre rapport entre le spectateur et le comédien, finalement. Oui, les gens ont moins peur de faire des retours parce qu'on est dans un cadre familier. Je pense que si on faisait... on a déjà assisté à des bords de scène dans des théâtres. Et c'est vrai que les gens n'interagissent pas forcément. Enfin, ils vont poser une ou deux questions, mais il n'y a pas ce rapport complètement naturel, entre guillemets, avec le comédien. Là, forcément, si on boit un verre ensemble, on peut se permettre de dire d'autres choses, de poser des questions qui sont peut-être d'apparence ou en tout cas de premier abord moins pertinentes ou moins je trouve pas le mot, mais en tout cas, c'est vrai que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise pour interagir avec le comédien à la fin, quoi. Pour moi, c'est comme pendant le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a moins de retenue. Et en plus, le fait d'avoir été très proche avec moi pendant 1 heure, on a l'impression de se connaître un petit peu finalement. Et est-ce que vous pensez que ces gens-là qui vous font venir chez eux, ça pourrait les inciter après à aller directement dans des théâtres pour voir des pièces? Moi, je serais tenté de dire pas vraiment. Parce que, quand c'est des gens qui sont habitués à aller au théâtre, ils sont surpris par la proposition, donc eux, ils vont continuer à aller au théâtre. Et pourquoi pas se dire, tiens, maintenant, de temps en temps, je vais faire venir une pièce chez moi. Par contre, des gens qui ne sont pas du tout sensibles à aller au théâtre régulièrement, même s'ils vont être surpris par la proposition et qu'on va tenter de leur faire comprendre que ça, c'est du théâtre aussi et que finalement, ça peut avoir ce côté sympa, ouvert et finalement accessible. J'ai du mal à me dire qu'ils vont ouvrir un programme ou aller sur Internet décortiquer un programme de théâtre qu'il faut l'avouer, quand on n'est pas connaisseur, c'est très opaque quand même.
Oui, en fait, là, l'avantage, c'est qu'ils ne se posent pas la question de ce qu'ils vont aller voir. C'est le concept auquel ils adhèrent. Alors qu'effectivement, aller dans une salle de spectacle, quand on ne connaît pas du tout, c'est vrai que c'est compliqué de choisir. Enfin voilà, il suffit qu'ils choisissent mal et bah, du coup, c'est des gens qui n'y retournent plus, quoi. C'est vrai que tous les gens qui nous accueillent, bon, évidemment, ils disent à leurs amis, bah voilà, c'est tel spectacle, mais les gens viennent surtout pour l'expérience. Donc après, ils sont contents de découvrir un texte, ils sont contents de découvrir un spectacle, mais au départ, je pense que c'est l'expérience qui les motive. Je suis d'accord. Et pour rebondir là-dessus, souvent, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir. C'est-à-dire qu'on leur a dit j'organise du théâtre chez moi. Ah oui, c'est sympa. Quelle belle idée, machin, tout ça. Mais par contre, c'est souvent en discutant avec eux après qu'ils nous disent bah, en fait, quand ça a commencé, je savais pas ce que je venais voir. Et effectivement, ils sont plus attirés par le concept et l'idée même d'assister à quelque chose de particulier que de venir voir un Shakespeare, un Molière ou quelque chose comme ça. Ouais, mais du coup, c'est super parce qu'ils découvrent des auteurs d'une façon, enfin, j'allais dire ludique, mais enfin voilà, d'une façon originale. Après, peut-être que ça va les pousser à lire des auteurs, ce qui peut être pas mal aussi, hein. Oui, pour citer le Perec, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Georges Perec. Du coup, je pense que ça peut éveiller cette curiosité-là, ce qui déjà en soi est pas mal. Au niveau de la rémunération, comment ça se passe? Ah, La grande question. C'est ça. oui. Bah, nous, on tâtonne beaucoup à ce niveau-là. Donc, sur les premières d'entrée de jeu, on est parti sur du chapeau pour tenter de voir bah, ce que ça allait nous rapporter, comment ça allait marcher. On a tenté de faire une entrée fixe. On n'a pas gardé ce concept-là parce que les gens qui nous accueillaient étaient gênés de demander de faire une caisse à l'entrée de chez eux en demandant un tarif fixe. Et en plus, au final, ça a moins bien marché qu'un chapeau, on va dire. Donc maintenant, on a trouvé un entre-deux, c'est-à-dire qu'on demande un minimum garanti aux gens qui nous accueillent. Après, à eux de diffuser cette information ou pas à leurs amis. Et on fait passer un chapeau à la fin. Si ce chapeau dépasse le minimum garanti, il n'y a pas de problème. Et sinon, il complète. Il est de combien le minimum garanti? Alors aujourd'hui, on s'est fixé un minimum de 200 euros. Enfin, on essaye de pas, comment dire, de pas décourager les bonnes volontés. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait un minimum très élevé, mais on couvre pas forcément nos frais à chaque représentation. D'ailleurs, je viens de penser, est-ce que vous demandez un nombre minimum de spectateurs et spectatrices? Maintenant, oui. On est sur une quinzaine de personnes à chaque fois. Ouais, 10-15 personnes, ouais. Déjà que vraiment à 200, on est au ras des pâquerettes. 5-6 personnes, on sait très bien qu'on n'atteindra pas cette somme-là. Alors c'est dommage, mais il y a un moment donné, il faut qu'on se fixe des limites aussi. Puis même au niveau enfin, de l'âge, enfin, c'est moins rigolo de voir le spectacle à 5-6. C'est quand même mieux d'avoir un peu plus de personnes, ne serait-ce que pour faire public, hein. Enfin, sinon ça fait vraiment très intimiste et c'est peut-être pas forcément adapté. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser à une chose, c'est que les gens aussi, d'être si proches les uns des autres, de pas être dans le noir, d'être proches du comédien, il y en a beaucoup qui peuvent se dire bon, je sais pas si je vais être vraiment à l'aise, on va me regarder, tout ça. Donc quand il y a un peu plus de monde, c'est vrai que ça dynamise un peu la chose. Les gens se regardent moins, on va dire. Bah, sur certaines représentations, les gens nous ont dit bah, j'ai tant d'amis qui veulent pas venir parce qu'ils sont gênés. Enfin voilà, parce que effectivement, il y a beaucoup de proximité. Donc il y a des gens qui se sentent pas en fait de le faire, quoi. Et pour revenir sur les sous, Caroline, tu disais que vous ne couvriez pas vos frais à chaque représentation. Est-ce que vous arrivez quand même à vivre du théâtre à domicile? Pour revenir sur ces spectacles, ces formules à domicile, l'idée c'est également de les diffuser dans d'autres lieux, donc soit des bibliothèques, soit des lieux un peu atypiques. Et dans ce cas-là, on a un prix de session qui est un peu plus élevé vu que c'est des structures qui supportent le coût. Ça nous permet de faire une moyenne qui nous permet de nous en sortir. Après, on n'a pas que ces propositions. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas, Jérôme, tu arrives à vivre de ton travail avec la compagnie. Oui, complètement, ouais. Oui, parce que l'idée du théâtre à domicile, on va dire, c'est une branche de nos propositions. Et c'est parce que ça fait partie de notre projet artistique qui est d'amener le théâtre partout où il n'y en a pas. Mais effectivement, on compense avec d'autres spectacles. On a 2 spectacles jeunes publics, un qu'on joue en école, un qu'on joue en salle.
On propose aussi ces spectacles-là sur d'autres réseaux et on s'y retrouve très facilement. Ouais. Et aussi, un des volets de la compagnie, c'est tout un côté pédagogie. Du coup, on a également voilà, des offres de stage ou d'ateliers qui, c'est pas moitié-moitié, mais bon, voilà, ça fait aussi partie de l'ADN de la compagnie. Et du coup, c'est vrai que ça permet également de s'y retrouver financièrement. Donc c'est parfait parce que vous faites ma transition directement vers un deuxième pan qui va concerner plutôt les lieux publics. Donc vous jouez pas qu'à domicile comme vous venez de le dire, mais aussi dans des lieux ouais, publics. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la scénographie par rapport à quand vous préparez un spectacle à domicile? Pour moi, non. Enfin, ça participe de la même chose, c'est-à-dire c'est une capacité d'adaptation à l'espace qui nous est donné finalement. Donc ça rejoint un peu les mêmes problématiques, c'est de se dire, bon, ben, où est-ce que je me mets, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais utiliser dans cet espace-là qui va être intéressant. C'est de se laisser surprendre. En fait, je crois que ce qui est intéressant dans tous ces lieux-là, les domiciles, enfin voilà, médiathèques ou les bars, c'est de se laisser surprendre aussi par l'espace qui est là. Et ça nourrit aussi la pièce et la proposition. Parce que ça permet de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais tenter un truc avec ça, je vais passer par là, je vais utiliser telle chose. Et puis, donc, ça permet de se surprendre aussi soi-même et de proposer quelque chose de différent à chaque fois. Chaque spectacle est pensé par rapport à son lieu de diffusion, de toute façon. Ça, c'est sûr. On va pas réfléchir du tout. Le spectacle qu'on propose dans les écoles n'a pas du tout été pensé pareil que le spectacle qu'on propose à domicile. Mais après, le spectacle qui est à domicile, étant donné qu'il est passe-partout, effectivement, après, il s'adapte dans n'importe quel lieu. Et vous qui avez expérimenté de nombreux espaces, est-ce qu'il y a des lieux qui peuvent être considérés comme des espaces théâtraux où finalement on peut faire du théâtre absolument partout? Bah, pour moi, c'est très simple. Je cite tout le temps la même chose. Donc, je cite Peter Brook. Peter Brook qui dit que pour faire du théâtre, il suffit qu'il y ait une personne qui, en regard d'une autre, traverser un espace. Et moi, c'est ça qui motive toute ma démarche artistique, c'est-à-dire, c'est de dire effectivement qu'on peut faire théâtre partout, à partir du moment où on accepte cette convention. Donc la seule chose utile pour moi, c'est d'installer un cadre en disant, voilà, je viens, je te raconte quelque chose, toi t'acceptes de rentrer dans ce jeu-là, et on y va. Et ensuite, on se sert de notre imaginaire respectif pour faire vivre quelque chose qui est là. Et on peut supposer qu'en cette période de flou concernant la rentrée des théâtres, de plus en plus d'artistes vont s'intéresser à de nouveaux lieux pour travailler. Mm. Est-ce que vous auriez des conseils pour ces professionnels qui sont plus habitués aux scènes des théâtres? Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut prendre en compte? Voilà, c'est dur comme question. Euh, Après, ça dépend ça dépend de plein de choses, mais si on prend, j'en sais rien, moi, un chanteur d'opéra qui a l'habitude de se produire sur la scène des grands opéras, c'est sûr qu'il n'y aura pas le même confort dans un spectacle un peu, à domicile ou en tout cas hors scène, quoi. C'est sûr qu'il y a pas tout le côté technique. Après, nous, on a une façon de faire le théâtre à domicile qui est pas universelle. Il y a des compagnies qui, comme je disais tout à l'heure, nous, on recrée pas un théâtre à la maison. Il y a des compagnies qui, au contraire, le font, qui vont arriver, qui vont faire une boîte noire, qui vont avoir des lumières et qui vont recréer l'espace à domicile. Du coup, tout dépend aussi de la proposition qu'il y aura hors les murs. ouais, je suis d'accord avec ça. Enfin, nous, on est plus dans l'idée d'utiliser l'espace qui est là pour créer quelque chose, plutôt que d'investir un espace et d'en recréer un autre. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça rejoint un peu ce que dit Caroline, c'est-à-dire que nous, le principe, c'est pas de dire, allez, on va mettre un rideau, on va mettre des éclairages, il y aura une petite régie et on va adapter notre pièce à un espace plus petit, mais on va quand même proposer la même pièce que si les gens venaient la voir sur une scène. Nous, on est plutôt dans, on a une proposition, mais cette proposition est modulable et elle s'adapte à l'espace qui nous est offert. Si on veut généraliser un peu les conseils, voilà, faut pas avoir peur d'être près des gens, faut pas avoir peur d'avoir de l'imprévu, faut pas avoir peur d'avoir des contraintes, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Faut vraiment avoir envie de partager avec, comme on disait tout à l'heure, avec des gens qui sont pas forcément habitués, qui sont pas forcément réceptifs au départ.
Et c'est vraiment, faut revenir à la base de ce qu'est le théâtre, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment, voilà, divertir l'autre et partager quelque chose, quoi. Pour moi, si on joue chez l'habitant, faut oublier le quatrième mur. Il peut pas y avoir de quatrième mur chez l'habitant. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce que effectivement, il y a cette chose-là. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les codes et qui vont être dans une forme de réaction spontanée, ce qui est génial, hein, parce que ça nourrit plein de choses, ça permet de rebondir sur plein de choses. Mais effectivement, on n'est pas dans le confort j'en reviens toujours à la même chose, mais de la salle dans le noir, avec un quatrième mur, et puis on vient jouer sa pièce. On est dans un autre cadre, donc il faut accepter aussi une autre forme de convention, on va dire. J'ai vu aussi que pendant le confinement, vous aviez commencé à proposer du théâtre audio. Donc vous faites un feuilleton radiophonique pour les jeunes publics et des nouvelles de science-fiction qui sont donc pas juste lues, elles sont vraiment jouées, il y a de la musique autour, etc. Pourquoi vous avez voulu faire du théâtre audio ? Pour nous, c'est toujours dans cette idée de décloisonner le théâtre, de l'amener un peu partout. Et je pense que le biais du livre audio, enfin de la lecture théâtralisée via une plateforme, c'est aussi un moyen de donner accès à des textes, à du jeu, même si ça reste que sonore. Et ça reste complètement en adéquation avec l'idée qu'on se fait du théâtre et de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même du théâtre alors, si vous n'êtes pas en présence d'un public ? Moi, en tout cas, je considère que c'est du théâtre parce que quand je les enregistre, je me sers des mêmes outils que quand je suis en scène. Et même si j'ai pas de personne en face de moi, il y a quand même toujours la question de l'adresse. Et je sais que moi, quand j'enregistre, je m'adresse à quelqu'un. Enfin, je suis toujours dans cette forme d'échange, même si j'ai un mur en face de moi. Je sais que je m'adresse à quelqu'un. Et je pense que c'est là où ça se joue aussi dans ce qu'on transmet par la voix, c'est que s'il n'y a pas cette adresse-là, le résultat ne sera pas le même. Et maintenant, parlons avenir. Quels sont les projets pour votre compagnie ? On en a plein. Euh, Non, mais oui, mais du coup, c'est pas évident d'en parler parce que là, on a un projet de spectacle. C'est un spectacle que je suis en train d'écrire. C'est une amitié entre un homme et une femme, on va dire, et ça aborde plein de sujets, notamment la mort, parce que j'ai perdu des amis quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à écrire là-dessus, et j'ai enfin trouvé une porte d'entrée pour aborder cette chose-là d'une manière un peu plus légère et avec un peu plus de distance. Donc ça, c'est un des projets. Après, Caroline, si tu as quelque chose à dire. Non, mais on a pas mal d'envie. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on se recentre, qu'on sélectionne. C'est ce qui va être le plus dur. On va sûrement remonter encore une ou deux formes légères, enfin, un peu comme le Mark Twain, c'est-à-dire des espèces de lectures un peu améliorées, de lectures théâtralisées. Après, effectivement, on aimerait bien faire un spectacle. Alors, soit le spectacle dont parlait Jérôme, soit un autre. Faire une résidence en milieu scolaire pour avoir un spectacle, voilà, qui est créé au plus proche d'un public, idéalement adolescent, je pense. Et après, enfin, ça serait ado-adulte, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres finalement pour tout ce qui est pour les adolescents. Et c'est vrai que c'est un public, enfin, en tout cas, moi, qui m'intéresserait de toucher. Concrètement, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de te dire aujourd'hui, bah voilà, notre prochain spectacle, ce sera ça. Faut suivre notre actualité. Faut aller sur notre site internet. On a une newsletter. Faut s'abonner. C'est le moment pub, allez voir ça. Voilà, ouais, exactement, exactement. Voilà. Pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale qui vous a plu récemment à nous conseiller ? Vas-y, Jérôme. Moi, j'en ai une, ouais. J'ai découvert la semaine dernière un texte qui s'appelle 55 dialogues au carré de Jean-Paul Faré. En fait, c'est 55 dialogues de 55 répliques. Et en fait, ça balaye toute l'histoire du théâtre à travers... à chaque fois, c'est un dialogue entre un personnage masculin et un personnage féminin. Et j'ai trouvé ça super bien. Ça m'a donné envie de le monter. Je vous conseille d'aller découvrir ça. C'est publié à l'Avant-Scène Théâtre. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'immensité du théâtre depuis le théâtre antique jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai vu un spectacle l'année dernière que j'ai trouvé très bien. C'est Phèdre de François Grémeau. C'est un comédien qui nous raconte Phèdre.
Et c'est vraiment génial. C'était disponible sur Internet. Je ne sais pas si ça l'est encore. Mais voilà, si vous avez l'occasion, il faut y aller. Et pourquoi t'as aimé ? Parce que c'est très original. Justement, il l'a monté en milieu scolaire. Et on sent le côté je veux rendre ce texte accessible. Et en même temps, c'est très, très drôle. Enfin voilà, il interprète tous les personnages juste en tenant le livre d'une façon différente. C'est une façon d'aborder un théâtre classique vraiment, enfin que j'ai trouvé ça super. Du coup, ça me fait penser, il y a un autre, comment s'appelle la compagnie qu'on a vue l'année dernière aussi, Jérôme, qui a fait Bérénice. Ah oui. Attention fragile, voilà. Attention Enfin, fragile. voilà, ouais. je trouve ça super, les compagnies qui arrivent voilà, à donner envie de lire des textes classiques dont on a été peut-être dégoûté au lycée. Et voilà, je trouve ça très très bien, quoi. Merci beaucoup à Jérôme et Caroline de nous avoir partagé leur expérience. Et merci à vous d'avoir écouté ce 6e épisode de Hors Scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. On attend tous vos commentaires avec impatience. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, voire même tous en même temps. Laissez-nous plein d'étoiles, 5 de préférence, et parlez-en à la personne qui est juste à côté de vous en ce moment. Oui, même si vous ne la connaissez pas, c'est une bonne manière de rencontrer du monde. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant en dormant, car ça vous permettra au moins de faire des rêves bien mis en scène. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'incroyable Laetitia Leroy, qui publie des posts admirables sur nos réseaux sociaux, et non, je n'exagère pas. Donc merci à elle. Le générique de cet épisode, qui est tout aussi incroyable, a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve au mois de septembre pour un nouvel épisode. On fait une petite pause pour le mois d'août, qui sera clairement la bienvenue, et on vous retrouvera donc en pleine forme à la rentrée. Et pas de panique, si Arsène vous manque trop, vous pouvez toujours réécouter les anciens épisodes, et on reste quand même présente sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt!